nous sommes à Strasbourg, dans le quartier historique de l'Université impériale, qui a été construite à la fin du XIXe siècle, sous le règne de Guillaume Ier, premier empereur allemand. Ce bâtiment, dans lequel nous allons aller, abrite le très secret ISI, l'Institut de Zombiologie internationale. Nous allons rencontrer 4 scientifiques qui étudient, qui font des recherches sur ce cas très spécifique qu'est le modèle zombie. Allons-y. Alors ça n'a pas été une opération facile, ça n'a pas été une opération rapide. Avec mes collègues de l'Institut de Zombiologie internationale, nous avons eu plusieurs réunions qui avaient pour but d'essayer de trouver un modèle alternatif au modèle que nous utilisions habituellement dans le cadre de nos démarches expérimentales. Et ces réunions sont restées stériles, je crois qu'il y en a eu 7 ou 8, de plusieurs heures, probablement chacune une demi-journée l'après-midi, le plus souvent. Et nous étions vraiment dans l'impasse, c'était un mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons, alors je ne sais plus exactement quel jour, mais je me rappelle très bien qu'il était 15h47 et que c'était en 2004 lorsque Laurent Nexon, un collaborateur de l'Institut de Zombiologie internationale, est entré dans la salle où nous étions en train de nous regarder dans le silence, dépités, complètement décomposés les uns les autres. Et il nous a tout simplement interpellés en nous demandant: c'est quoi cette tête de déterré là? Et ça a été l'Eureka, l'espèce d'étincelle qui allait lancer le projet sur ses rails, depuis la conception jusqu'à la création, la construction du bâtiment et le fonctionnement aujourd'hui de l'Institut tel que vous le découvrez. Jean-Christophe et moi avons tout de suite compris l'intérêt du modèle du zombie en neurosciences. Alors, bon, il a fallu expliquer d'abord à Anne ce que c'était qu'un zombie, et puis Rory croyait que c'était une blague, mais finalement on est tous tombés d'accord là-dessus, le zombie offre des perspectives absolument uniques dans le domaine des neurosciences. Le zombie, c'est un être mort, chacun le sait, mais un être animé, un être qui bouge, qui peut marcher, qui peut même interagir avec autrui, pour le manger éventuellement, mais c'est une forme d'interaction. Et tout ça, c'est permis forcément parce qu'il leur reste de cerveau. Et la question, c'est, ce cerveau, ça leur permet d'aller jusqu'où en fait? On a ce qui est visible, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans leur cerveau? C'est une de ces questions à laquelle on veut répondre ici. Le cerveau des zombies, c'est un modèle fascinant parce que déjà, il est très similaire à celui de l'homme, mais aussi en plus parce qu'il est très détérioré. Donc ça nous sert comme bon modèle d'étude pour différentes fonctions, différentes altérations du système nerveux central qu'on peut trouver chez l'humain et que déjà chez les zombies, chez les cerveaux de zombies, on les trouve déjà à cause de toutes ces altérations anatomiques, fonctionnelles, de taille, de fonction, etc. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller chercher comme modèle les zombies pour toutes nos recherches. Voilà Engel, ici vous êtes au cœur du Zombiotron, la seule animalerie au monde conçue pour les zombies. Vous n'en trouverez pas ailleurs. Alors comme dans toutes les animaleries classiques, vous avez une partie laverie, pour nettoyer tous les ustensiles qui ont été souillés par les chairs en décomposition, les fluides, etc. Vous avez une partie chambre froide pour stocker la nourriture. Alors, pas la nôtre, c'est celle des zombies, qui consiste principalement et presque exclusivement en un certain nombre de viandes, des viandes diverses, mais surtout de la chair humaine. Vous avez ici des collègues et vous avez des chambres d'expérimentation où les chercheurs peuvent faire leurs tests, etc. Donc, derrière chacune de ces portes que vous voyez là, se trouve ce qu'on appelle un studio, c'est-à-dire l'endroit où l'on garde les zombies, ou les zombies, ou les morts-vives, si je peux faire cette petite blague. C'est-à-dire, ça consiste en des pièces de 9 mètres carrés, complètement équipées d'un matériel ultra moderne et complètement adapté à la stabulation du zombie, dans un environnement enrichi qui leur permet le bien-être et des performances cognitives.
Ça ressemble un peu à des cellules de prison, non? Non, on préfère parler de studio, vraiment. En fait, venez. Collez votre oreille. Là. Regardez. Plus près, venez. Ouh, Jean-Claude. C'est pas dangereux? Bon, travailler sur le zombie, c'est pas comme travailler sur les souris ou les humains. Hein. Faut savoir que ça comporte un certain nombre de risques, mais maintenant on a développé un certain nombre de protocoles rigoureux pour faire face à ce comportement agressif qu'on ne rencontre pas hein, chez les humains ou les rats. Bon, il faut savoir que ça reste dangereux. Par exemple, si vous vous faites mordre par un rongeur, ça prête pas trop à conséquence. Vous avez une petite morsure, tandis que vous vous faites mordre par un zombie, c'est quand même pas pareil. Et qu'est-ce que ça représente, toutes ces bougies, les photos, toutes ces chaînes? Ici, on est dans un lieu de mémoire, de recueillement. C'est un hôtel qu'on a mis sur pied après la perte tragique de Guillaume. C'était notre première victime. Au début, on a eu pas mal de pertes, surtout parmi les étudiants étrangers. Ils ne comprenaient pas les consignes. Du coup, avec le ministère des Affaires étrangères, on a eu pas mal d'emmerdes. Ils étaient furieux. Mais bon, depuis, ils ont compris. On était en rodage. Aujourd'hui, ça va. On sait faire. De mémoire, la dernière amputation remonte à 2015. Donc, ça va. L'énorme avantage du zombie, c'est qu'il est lent et maladroit. Du coup, on a le temps de le voir venir. Et la plupart du temps, on peut l'esquiver. La locomotion du zombie, tout le monde la connaît. Un zombie a une locomotion qui est lente, qui est hésitante, mais qui parfois peut être rapide lorsque le zombie va rechercher une proie. Alors, sur le plan de la locomotion, on sait que c'est l'expression d'un ensemble de phénomènes qui gèrent les actes moteurs. Et en fait, c'est l'ensemble des actes moteurs chez les zombies qui sont différents, mais qui en fait sont moins efficaces que chez un être humain. Par exemple, les réflexes sont émoussés. Le réflexe du genou, le réflexe patellaire, dans lequel on va étendre la jambe, eh bien chez les zombies, on ne l'observe pas. Le maintien de la posture est extrêmement tendu, avec les muscles extenseurs qui sont extrêmement contractés, comme on le voit généralement sur la position ici des zombies qu'on peut reconnaître. On va également trouver un équilibre qui est précaire, qu'on peut tester avec différentes expériences, mais qui sont assez complexes à réaliser. Et en termes de locomotion, cette locomotion est hésitante, mais permet tout de même aux zombies d'avoir des accélérations qui sont parfois fulgurantes. Enfin, les mouvements volontaires, c'est-à-dire les mouvements les plus complexes qui nécessitent une intégration cérébrale importante, ces mouvements sont extrêmement compliqués pour le zombie pour prendre un objet finement entre les doigts. Alors, on peut tester ça de différentes manières, mais ce qui ressort de tout ceci, c'est que les déficits qu'on observe chez le zombie sont dus à un encéphale qui est réduit, avec une dégénérescence extrêmement importante. Et donc, on va retrouver dans cet encéphale ici des mécanismes qui sont perturbés. Les réflexes, on peut leur expliquer leur disparition par la perte des récepteurs en périphérie, puisqu'on a besoin d'une information sensorielle pour déclencher le réflexe. La posture est maintenue normalement grâce à des circuits dans le tronc cérébral ici, mais chez le zombie, la perturbation est intéressante parce qu'elle ressemble exactement à ce qu'on observe chez un animal qui est décérébré, c'est-à-dire dans lequel on fait une lésion dans le tronc cérébral, et c'est-à-dire qu'ici, les influences de l'encéphale ne sont plus efficaces. C'est exactement le même phénomène de rigidité des muscles extenseurs. La locomotion va être conservée, on l'a dit, elle est extrêmement lente. Là encore, le tronc cérébral et la moelle épinière contribuent à l'automatisme de la locomotion. Donc on retrouve cet automatisme chez le zombie, il sait mettre un pied gauche, un pied droit, un pied gauche, un pied droit. Par contre, l'organisation générale va être perturbée et on retrouve exactement la même chose dans des pathologies telles que la maladie de Parkinson, dans laquelle les patients ont une démarche qu'on appelle magnétique, c'est-à-dire comme s'ils portaient des semelles magnétiques. Enfin, les mouvements volontaires qu'on observe chez le zombie sont extrêmement réduits. On retrouve la même chose chez l'être humain avec des lésions du cortex moteur ou des lésions des voies qui relient le cortex moteur à la moelle épinière, mais aussi dans des cas particuliers qui sont les cas d'apraxie.
L'apraxie chez l'homme, lorsqu'on a une lésion du cortex associatif par exemple, c'est l'impossibilité de réaliser des mouvements complexes ou des mouvements symboliques. Faire coucou par exemple. Un zombie ne fait jamais coucou. Si vous lui faites coucou, il ne répond pas. Donc on retrouve chez le zombie toute une série de symptômes qui sont similaires à ceux observés dans des pathologies humaines du système moteur. Le problème du zombie, c'est que c'est notre modèle. Donc on doit faire avec ce qu'il est. Donc la lenteur, elle est inhérente au zombie et c'est en soi un modèle important justement de pathologie humaine. Maintenant, cette lenteur, elle est toute relative. Si vous regardez un zombie qui erre, qui ne fait rien de particulier, il va être très lent. Mais dès qu'il va être mis en présence d'un stimulus qui va l'exciter, il peut être très rapide. Donc cette lenteur, c'est notre pain quotidien, c'est notre travail, mais c'est quand même compliqué effectivement avec des mouvements qui sont parfois anarchiques, comme dans des chorés chez l'homme, avec des mouvements qui sont imprévisibles, et on doit faire très attention pour travailler avec ces zombies. Et comment on maîtrise un zombie? Eh bien, Anne-Gaëlle, ça ne s'improvise pas. Nous avons développé ici au laboratoire toute une gamme d'outils. Vous avez d'abord l'appareil à anesthésie, ici, qui se manipule comme ça, mais toujours sécurité, toujours sécurité, gardez à l'esprit. Vous avez des appareils plutôt de chirurgie, alors chirurgie plutôt tranchante ou chirurgie plutôt fine. Alors chirurgie encore plus fine, vous avez cet outil que vous verrez nulle part ailleurs sur le marché, qui est complètement adapté aux zombies. Vous avez également ici, ça c'est un appareil de prélèvement sanguin. C'est très précis. Laurent, quelle est la première règle à respecter quand on travaille avec des zombies? Ah, alors là, attention. Alors, tous les gens qui travaillent ici, j'insiste auprès de chaque personne, la chose qu'il faut en permanence avoir à l'esprit, c'est sécurité. Sécurité, sécurité, sécurité. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Si vous voulez garantir l'intégrité physique des personnes qui travaillent au contact des zombies, il faut en permanence avoir cette idée à l'esprit. Et pour les zombies eux-mêmes? Non, les zombies, ils craignent rien. Vous leur coupez un bras, vous leur coupez une jambe, ils sentent rien de toute façon. C'est un modèle intéressant pour la douleur. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas si le zombie ressent la douleur ou pas. Pourquoi? Parce que la douleur, c'est un signal d'alarme qui doit nous indiquer l'existence d'une lésion de quelque chose qui est néfaste pour nous. Et elle se base sur un système sensoriel périphérique qu'on appelle le système de la nociception, qui va permettre de détecter un stimulus, de le transmettre dans le système nerveux et éventuellement d'y répondre par des réflexes. Mais ça, ce n'est pas encore la douleur. La douleur, c'est quelque chose qui va arriver dans le cortex cérébral. C'est une interprétation consciente avec des composantes affectives, avec des composantes émotionnelles et des composantes cognitives. Alors pour tester la douleur chez un être humain, la meilleure façon de le faire, c'est de lui demander s'il a mal et combien il a mal. Chez le zombie, on est dans la même problématique que chez l'animal. Si la douleur existe, le sujet ne peut pas nous le dire. Donc on doit l'évaluer avec les réponses motrices, affectives du zombie. En termes de réponses normales, ce qu'on utilise chez l'homme également et chez l'animal, on va tester des réflexes. C'est-à-dire, si on fait une stimulation nociceptive, légère, pas trop forte, est-ce que l'animal retire la patte? Généralement, il le fait et on peut mesurer ses caractéristiques. Chez le zombie, on peut piquer, pincer, couper, attaquer à la masse, il ne va pas retirer la main. Donc a priori, les réflexes nociceptifs de la douleur n'existent pas. Question, toujours pas résolue, est-ce que c'est un manque de récepteurs sensoriels ou est-ce que c'est un manque de réponse? Vu l'état de putréfaction des corps, on a du mal à vérifier par histologie si les récepteurs sont effectivement présents. Alors on peut tester d'autres aspects, on peut tester les vocalisations par exemple qui sont liées à la douleur. Un zombie, généralement, ça va râler continuellement et puis de temps en temps, ça se met à hurler. Et ça, indépendamment de toutes les stimulations qu'on peut en faire. Donc on a un souci finalement pour évaluer correctement la nociception et la douleur chez le zombie. On peut utiliser des tests qui sont également utilisés chez l'animal, qui sont des tests de préférence de place, pour évaluer la douleur spontanée. Si un animal a une douleur spontanée, on n'a pas moyen de le voir normalement. Encore une fois, un patient humain peut dire « j'ai mal ».
J'ai pas de stimulation, j'ai pas de lésion, j'ai pas de blessure, mais j'ai mal. Chez le zombie, il ne va pas nous le dire. On peut utiliser un test qui est assez complexe et qui fonctionne chez l'animal, qui consiste à faire un test de préférence de place, c'est-à-dire qu'on va utiliser 2 chambres dans lesquelles on met l'individu dans une chambre et on va lui donner un analgésique. S'il n'a pas de douleur, l'analgésique ne fait rien. S'il y a de la douleur, l'analgésique va soulager le sujet. Et donc le sujet va préférer cette pièce, cette chambre, par rapport à l'autre chambre. Donc ça marche très bien chez l'animal et on peut mettre en évidence, dans certaines situations de douleur chronique, effectivement, l'existence d'une douleur spontanée. Chez un zombie, ça ne marche pas. Il n'y a pas de préférence. À la limite, la seule préférence, c'est si on va mettre éventuellement de la viande ou pas. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, sur lequel travaille notre collègue Rory. Mais ça, c'est un problème pour évaluer la douleur chez le zombie. Une autre hypothèse serait que le zombie puisse être en douleur permanente. Pourquoi? On l'a dit, il râle tout le temps. Il n'est pas vraiment joyeux. Il a assez peu de plaisir aux activités de la vie quotidienne. Et c'est ce qu'on va retrouver chez des personnes qui sont en douleur chronique. La douleur chronique va très souvent donner lieu à des phénomènes de dépression ou d'anxiété chronique. Et donc, une hypothèse actuellement assez courue, c'est que le zombie ressent une forme de douleur constante et que cette douleur constante contribue au comportement de ce zombie. Là encore, on a assez peu d'indications chez le zombie, puisqu'a priori ce type de douleur est sous-tendu par des régions du cortex cérébral telles que le cortex cingulaire ou le cortex insulaire qui sont extrêmement dégénérés chez le zombie. Mais c'est une hypothèse qui est actuellement très courue. Peut-on ramener la douleur du zombie à des pathologies humaines? Eh bien, il y a des parallèles qui peuvent être faits. Il existe une pathologie chez l'homme assez particulière qui est l'insensibilité congénitale à la douleur. Ce sont des patients qui ont un déficit génétique dans certains canaux ioniques dans le système nerveux, qui sont incapables de détecter des stimulations nociceptives et donc de ressentir de la douleur. Et ça, c'est absolument terrible parce que ça veut dire que ce sont des gens qui vont se brûler, qui vont se couper, qui vont se blesser, mais qui ne le remarquent pas. On a la même chose dans le cas de la lèpre. La lèpre va provoquer une insensibilité au niveau des extrémités et donc les sujets peuvent avoir des lésions, des blessures qui vont s'infecter, qui vont se gangréner sans pour autant le remarquer. Et donc ça rejoint un peu l'hypothèse effectivement que le zombie, qui est dans un état assez lamentable, ne peut pas ressentir la douleur par un déficit de sensibilité en périphérie. Ils ont l'air calmes là, on les entend pas. Oui, c'est parce que la pièce est spécialement aménagée, complètement insonorisée. Et on a un système d'extraction de l'air extrêmement efficace, super moderne, qui fait que toute trace de notre odeur disparaît. Par contre, s'ils vous voient, s'ils vous sentent, alors là, ils deviennent fous. Fous. Surtout Monsieur Casset. Ouais, j'essaie, tu peux vérifier quand même la S34, parce qu'avec le tournage, je suis un petit peu occupé. Ouais, mais tu ne fais pas le même que Ouais, non. Il est attaché cette fois. Mais oui, mais oui. T'es sûr? Ah, attends. Bon. Non, je te fais confiance, mais la dernière fois, c'était un accident. Mais non. Putain, Laurent! Pourquoi est-ce qu'on considère le zombie comme un être agressif? Parce que le zombie va agresser des êtres humains. L'agression, on la ressent par rapport à nous. Mais est-ce que c'est véritablement de l'agression ou est-ce que c'est un comportement de prédation? Alors, bien sûr, le zombie va rechercher des êtres humains, les attaquer pour se nourrir, mais un zombie va sauter sur n'importe quel être humain. Donc, on considère qu'il y a une forme d'agression, et cette agression, elle est régie par une discussion entre des structures du cortex cérébral, en particulier le cortex préfrontal, qui est le plus évolué chez l'homme, et des structures sous-corticales telles que l'amygdale ou l'hypothalamus. Chez l'homme, au cours de son développement, jusqu'à la fin de l'adolescence, l'amygdale va être prépondérante. Cette amygdale, elle est impliquée dans les fonctions émotionnelles, elle va régir nos émotions. Et le cortex préfrontal va apprendre de l'amygdale. Et puis progressivement, le cortex préfrontal impliqué dans les décisions, dans le jugement, dans les conséquences de ces actes, ce cortex préfrontal va appliquer un contrôle de plus en plus important sur l'amygdale, de façon à maintenir des comportements qui sont inadaptés dans une situation, et chez l'homme qui sont aussi inadaptés sur le plan social. Chez le zombie, puisque ces régions corticales sont presque disparues,
l'amygdale et l'hypothalamus sont laissés en libre cours, on va se retrouver dans des réponses qui sont quasiment automatiques, voire primitives. Et donc ça rejoint des théories assez anciennes, mais qu'on retrouve parfois dans les médias, qui nous dit que le cerveau est constitué par une espèce de boucle concentrique avec 3 cerveaux. Au centre, un cerveau reptilien, archaïque, qui fonctionne de façon très primitive. Autour, un cerveau dit limbique, qui apparaît chez les premiers mammifères, donc qui fonctionne sous le mode des émotions. Et puis, autour encore, un nouveau cerveau, un néocortex, qui apparaît chez les mammifères plus évolués, et dans lequel on va avoir une composante cognitive qui permet de contrôler tout cet ensemble. Alors on sait très bien que ces structures existent d'une manière ou d'une autre chez les animaux, que même un alligator est capable de ressentir des émotions, par exemple, mais chez le zombie, on rejoint effectivement cette théorie avec une disparition des contrôles conscients, cognitifs, par le néocortex, et notre collègue Jean-Christophe va pouvoir aussi vous expliquer plus tard quelles sont effectivement ces problématiques liées à une cognition déficitaire chez le zombie. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Pour la nourriture, on a un partenariat avec les abattoirs de Strasbourg et les hôpitaux universitaires. C'est-à-dire, il faut savoir que si vous donnez votre corps à la science, il y a de fortes chances que vous finissiez ici après la dissection pédagogique. C'est de la chair humaine? En partie. On mélange. En fait, ils mangent n'importe quelle viande, mais ce qu'ils préfèrent quand même par-dessus tout, c'est la chair humaine. Ici, je vais vous montrer. Ici, par exemple, c'est le placard où on fait maturer la viande. Approchez-vous. Sentez ce petit parfum musqué? Ce qu'ils préfèrent par-dessus tout, c'est la viande un peu faisandée comme ça, un peu brune et qui a un bon parfum. Je vais vous donner un truc, parce qu'on n'a pas toujours de la chair humaine sous la main. Si jamais vous avez un zombie à nourrir, vous prenez une côte de bœuf ou une tranche de rhum steak et vous le roulez sous les aisselles comme ça. Ça donne un petit parfum musqué qu'ils adorent. Quelque chose de fascinant qu'on a trouvé chez les zombies, c'était qu'ils sont fins, mais voraces. Ça veut dire qu'ils montraient une hyperphagie, comme s'ils savaient, ils étaient morts de faim, en fait. Donc, en fait, chaque fois qu'on voyait que les zombies, c'était lors du repas, l'heure de manger, ils étaient désespérés pour aller manger, et surtout d'une manière un petit peu compulsive. Chaque fois qu'ils avaient l'opportunité d'avoir de la chair humaine, parce que c'est ça que les zombies mangent, ils mangeaient d'une manière désespérante, comme s'ils ne savaient pas manger depuis longtemps, malgré qu'on les nourrit tous les jours. Hein. Donc on s'est posé beaucoup de questions par rapport à cette compulsivité sur son comportement alimentaire des zombies. La régulation de la faim, c'est géré par le cerveau, et c'est là qu'on a essayé de regarder qu'est-ce qui se passe chez les zombies, parce que s'il ne peut pas gérer ou réguler son comportement alimentaire, c'est parce qu'il y a quelque chose de mal au niveau de son cerveau qui régule cette faim. Donc on allait chercher dans le cerveau et on a trouvé qu'il y a des régions particulières du zombie qui sont altérées. On s'est posé des questions si vraiment il était plutôt d'un comportement de type compulsif. Pourquoi on s'est posé cette question? Simplement parce que on sait que la prise alimentaire, on la régule par deux régions différentes du cerveau. Une région qui va réguler l'aspect vraiment homéostatique, les besoins du manger, et l'autre, c'est l'aspect hédonique. Donc quand on a un comportement plus compulsif, c'est parce que justement, cette région du cerveau qui régule la partie hédonique de la prise alimentaire, il est altérée. Donc, on allait voir si les zombies, ils présentaient un autre type de comportement compulsif, comme celui-là pour la chair humaine, pour des autres substances ou drogues dans lesquelles on sait qu'on peut tomber dans un comportement addict. On a fait différentes études, comme vous pouvez le voir ici, dans lesquelles on a comparé cette préférence du zombie. On leur a donné le choix entre deux choses en même temps, ça veut dire entre la chair humaine et entre une substance addictive, différente. La première, c'était entre la chair humaine et la cocaïne. Les zombies avaient le choix de prendre ce qu'ils désiraient, et toujours les zombies ont eu une préférence plus importante pour la chair humaine par rapport à la cocaïne.
Mais on fait ce type de test de préférence entre deux choses différentes, par exemple comme l'alcool et la chair humaine, la nicotine et la chair humaine, les cannabis et la chair humaine, et même les sucres, qu'on sait qu'il a un partie addictive aussi. Et toujours, les zombies, ils s'étaient très attirés exclusivement pour la chair humaine. Les zombies ont donc un comportement compulsif de type addict pour cette chair humaine exclusivement. Il n'a pas une préférence son comportement pour des autres substances. Pour son cycle veille-sommeil, pour les zombies, on a remarqué que les zombies, ils ne dormaient pas, ils restaient réveillés tout le temps sur les 24 heures. Donc, il n'avait pas un pattern d'un cycle de réveil-sommeil. Donc, les zombies, de la même manière qu'il n'avait pas un rythme de ce cycle veille-sommeil, il n'avait pas non plus un rythme de sa prise alimentaire. Donc, il pouvait manger tout le temps, sur les 24 heures. Donc, il n'y avait pas un temps spécifique dans la journée dans lequel il préférait ou il pouvait manger. Donc, la seule chose qu'on avait vue, on a remarqué qu'en termes de tout ce rythme physiologique, les zombies, ils ne présentaient pas une variation, une variabilité journalière de toutes ces fonctions au processus physiologique. Une autre manière de laquelle on peut évaluer ce comportement compulsif ou de type addict pour la nourriture chez les zombies, c'est avec un test de conditionnement qu'on utilise au laboratoire. Pour ça, il faut aller d'abord trouver un stimuli aversif pour les zombies. Et on a trouvé que la musique de Michael Jackson, c'est un stimuli tellement aversif pour les zombies qu'on l'a utilisé justement pour ce test de conditionnement. Les tests de conditionnement, c'est simplement qu'on associe deux chambres, une avec la musique de Michael Jackson, une autre vide, sans musique, et les zombies, toujours, ils préféraient ces chambres où il n'y avait pas la musique de Michael Jackson. Par contre, dès qu'on mettait de la viande, de la chair humaine dans la chambre où il y avait la musique de Michael Jackson, les zombies retournaient dans cette chambre sans aucun souci, et ils préféraient écouter la musique de Michael Jackson, c'est des stimuli aversifs, malgré que c'était tellement aversif pour lui, mais avec l'idée de vouloir toujours manger cette chair humaine. Voilà. Alors Anne-Gaëlle, est-ce que cette petite visite vous a plu? Mais oui, c'était très instructif. Mais au final, ça vous sert à quoi d'étudier le zombie? Alors là, je sais pas, moi je suis qu'un simple technicien. Bon, merci en tout cas pour ton accueil. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir présenté notre institut, c'était très agréable. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne route. Merci. Notre conclusion pour cette première étude, on a vu que les zombies, ça reste quand même un super modèle, un modèle très intéressant pour étudier des fonctions fondamentales comme le cycle veille-sommeil, la prise alimentaire et surtout toutes les pathologies associées à ce type de fonctions, comme dans les cycles veille-sommeil, toutes les perturbations du sommeil, l'insomnie, la parasomnie, la narcolepsie, etc. Mais aussi pour l'aspect de la prise alimentaire, pour étudier des problèmes de compulsivité justement, une prise compulsive de nourriture, des problèmes qui peuvent amener à des autres types de pathologies, telles que l'obésité, ou alors à une anorexie par exemple. Donc les zombies, ça reste quand même un modèle super intéressant pour nous, pour déterminer les rôles du cerveau dans différentes fonctions fondamentales pour l'homme. Vous pouvez étudier à peu près tout ce qui est possible en neurosciences, tous les modèles, Alzheimer, Parkinson, les ataxies, la douleur chronique, c'est fantastique. En fait, le zombie, c'est un véritable polymodèle singulier. C'est un gain d'argent et de temps fantastique pour la recherche en neurosciences. Le fait que les zombies soient proches de l'humain, fonctionnellement, qu'ils aient toujours un cerveau qui marche un petit peu, rend ce modèle éminemment intéressant. Par exemple, pour la question de la conscience, c'est évident. Et moi, je ne désespère pas de trouver des traces de conscience de soi chez eux. Et dans ce cas-là, ça aura des implications aussi sur la façon dont on peut s'occuper de nos zombies. Mais en attendant, on n'a aucune trace de conscience, et notamment de conscience de soi. Et pour le moment, il faut avouer que ça facilite nos recherches, parce qu'on s'adresse à des sujets qui sont morts. On n'a pas besoin de prendre en considération des questions éthiques comme chez les êtres vivants. Ce modèle de zombie nous a permis de faire
énormément de progrès sur des aspects neuropathologiques, histopathologiques liés à ces maladies neurodégénératives. Le modèle n'est pas cher. Les zombies, nous n'avons pas la contrainte de devoir les acheter. Nous devons les capturer par contre, ce qui n'est plus un problème aujourd'hui. Et de surcroît, j'ajouterais que nous avons une attitude fondamentalement éco-responsable, puisque ce zombie ne dégage pas de CO2, que de surcroît, lorsqu'une expérience est finie sur l'un des individus, nous le découpons en morceaux et nous le donnons à manger aux autres, ce qui fait qu'il n'y a quasiment aucun reste.